Philippe Georges, bonjour. Bonjour. Et merci de nous accueillir dans ce magnifique musée du Trésor de la cathédrale de Liège, dont vous êtes le conservateur. Et vous êtes par ailleurs maître de conférence à l'Université de Liège et vous signez ici un ouvrage consacré aux reliques, intitulé Reliques, le quatrième pouvoir, publié aux éditions Romaines. Alors tout d'abord, pourriez-vous retracer pour nous votre parcours et nous expliquer ce qui vous a amené à consacrer vos recherches aux reliques ? Je me suis toujours intéressé à l'histoire religieuse, l'histoire de l'art aussi, du domaine religieux, plus particulièrement la géographie, c'est-à-dire l'histoire des vies de saints. Et un jour, mon maître, don Jacques Dubois, qui était professeur à l'École pratique des hautes études à Paris, m'a montré tout l'intérêt qu'il avait eu à étudier le trésor du Mont Saint-Michel, le trésor des reliques du Mont Saint-Michel. Et effectivement, au point de vue de la circulation des hommes, des idées, les reliques sont un vecteur formidable. Votre ouvrage s'intitule donc Reliques, le quatrième pouvoir. Pourquoi avoir choisi ce titre et d'utiliser l'expression quatrième pouvoir qui fait de nos jours habituellement référence aux médias ? Voilà, c'est pour avoir justement une référence par rapport à l'époque actuelle et pour montrer tout le caractère médiatique des reliques. Médiatique dans le sens des relations entre les hommes, circulation des biens, des idées, circulation des styles, circulation de l'art, circulation d'un ensemble de paramètres très importants pour mieux percevoir la vie quotidienne des hommes. Le quatrième pouvoir, accolé au mot relique, donne probablement un peu plus d'actualité et montre justement cet impact médiatique que les reliques ont à travers les âges. Les reliques, ce sont les restes sacrés. C'est avant tout aux ossements qu'on pense, les reliques réelles, donc le corps d'un saint. Mais à côté du corps d'un saint, il y a tous les objets qui ont touché au saint, les objets qui ont été à son usage, sa cuillère, son calice, ses vêtements liturgiques, si c'est un religieux. Et tous ces objets sont des objets évidemment qui ont un intérêt au point de vue histoire de l'art, au point de vue archéologie, mais qui attestent aussi, qui peuvent donner des idées sur les liens entre les établissements religieux, entre les villes. Et les villes, c'est très important aussi, les villes qui rassemblent des reliques. Il y a des rassemblements de reliques aussi dans des circonstances particulières. La paix de Dieu, par exemple, au Moyen-Âge, est une circonstance où on rassemble les reliques pour attirer la bienveillance du ciel sur la région, sur le pays. Les reliques, c'est un sujet vraiment extraordinaire parce que quand on commence à travailler sur les reliques, on s'imagine chaque fois qu'on trouve un exemple que c'est un exemple unique. On constate au contraire, lorsqu'on étend la grille de recherche à l'ensemble de l'Europe, qu'on trouve des exemples assez semblables et une utilisation assez semblable des reliques. Et ces utilisations sont parfois extraordinaires. Alors je dirais avec un peu d'humour que plus les reliques sont fausses, plus elles m'intéressent comme historien, parce que le côté de falsification des reliques est extrêmement intéressant. Vous savez, le faux au Moyen-Âge, indépendamment des reliques, le faux dans les chartes du Moyen-Âge est extrêmement intéressant. Et au point de vue des reliques, il faut comprendre les motivations des gens et comprendre la manière dont les gens réagissent. Je dis le Moyen-Âge, mais le Moyen-Âge se prolonge. Moi, je n'ai pas, disons, de chronologie particulière quand je m'occupe de reliques. Ça transcende absolument toutes les époques. Et tout ça, c'est tout à fait normal parce que c'est lié à la personne humaine. Disons, à ce que l'homme veut à travers ces reliques. Et ça transcende évidemment toutes les périodes de l'histoire, Moyen-Âge, temps moderne, époque contemporaine et même époque actuelle. Alors vous parlez à très juste titre du caractère transcendant des reliques que l'on retrouve à travers toutes les époques et jusqu'à l'époque actuelle, comme vous le dites. Alors selon vous, quel est justement le rôle et la place, l'importance des reliques de nos jours ? Donc la relique, dès le Moyen-Âge, incorpore une vertu, une virtus, donc une capacité de susciter des miracles. Donc les miracles sont liés, bien entendu, à la béatification, à la canonisation des saints. Ce dossier de canonisation des saints va se développer à partir du Moyen-Âge pour en être finalement une sorte de réserve papale. C'est le pape lui-même qui, à notre époque, peut béatifier et canoniser les saints. Donc ça veut dire qu'à l'heure actuelle, si vous allez au Vatican par exemple, vous verrez aligner comme ça dans la sacristie les quelques reliquaires avec des fragments d'ossements prélevés de différents saints qui sont en passe d'être béatifiés ou d'être canonisés. Alors inévitablement, puisqu'on parle beaucoup d'Internet à l'heure actuelle, les reliques, au Moyen-Âge elles étaient vendues, maintenant elles sont vendues sur Internet. On a parfois aussi ce phénomène malheureux qui disperse
disperse comme ça certains trésors religieux bien entendu, et au point de vue de la dévotion humaine, inévitablement, en fonction des béatifications et des canonisations, dont le pape Jean-Paul II a été un artisan particulièrement important, les reliques conservent toute leur valeur d'antan. Alors nous nous trouvons ici devant ce magnifique buste de Saint-Lambert, qui est une des pièces majeures du musée du Trésor de la cathédrale de Liège. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette relique et sur son importance pour Liège ? C'est l'âme de la patrie liégeoise puisqu'il y a une nationalité liégeoise comme ça qui se développe depuis le XIIIe siècle jusqu'à la fin de la principauté en 1795. Et au début du XVIe siècle, le prince-évêque de Liège, Hérard de la Marck, fait placer dans un buste reliquaire le crâne de Saint-Lambert. Alors une fois encore, il y a différentes catégories de reliques, je les détaille un peu dans cet ouvrage, et le crâne évidemment qui est le siège de la pensée est une relique particulièrement importante. Elle est conservée dans la tête de ce buste reliquaire de Saint-Lambert qui était porté en procession. Il organise d'ailleurs, Hérard de la Marck, une procession. Vous voyez sur la page de mon ouvrage l'effigie d'Hérard de la Marck, le prince-évêque de Liège. Ça a été choisi volontairement pour montrer que le prince-évêque a une dévotion particulière envers la relique par excellence du diocèse de Liège. La tête, le crâne de Saint-Lambert, qui est promené comme cela, qui fait partie des grandes manifestations de la cité liégeoise, qui est présent lorsque des ambassadeurs sont reçus par le prince-évêque. Il y a une grande procession de Saint-Lambert. Encore actuellement, pour de grandes cérémonies, nous sortons le buste reliquaire de Saint-Lambert dans la cathédrale. C'est une pièce majeure du patrimoine wallon, et ce buste en argent doré montre toutes les scènes de la vie de Saint-Lambert. Donc une fois encore cette association avec les vies de saints. Les vies de saints, la translation de reliques qui est magnifiquement représentée sur ce buste reliquaire de Saint-Lambert, la translation des reliques de Maastricht à Liège. Saint-Lambert est tué à Liège, enseveli à Maastricht, son corps, ses reliques, ramenées à Liège par saint Hubert, son successeur, et cette translation fait l'objet au XVIe siècle d'une nouvelle organisation de la procession de la translation de Saint-Lambert. Alors, votre ouvrage se concentre particulièrement sur le Moyen-Âge en Europe occidentale. Le rôle que les reliques y ont joué trouve-t-il une comparaison dans d'autres cultures ou à d'autres époques ? Et je pense à cet égard notamment à l'influence islamique que l'on retrouve dans différents tissus qui emballent les reliques conservées ici au Trésor. Cette influence islamique est-elle le reflet d'échanges culturels ou pourrait-on dire interreligieux qui se sont articulés autour des reliques ? Oui, bien sûr. Les suaires de Saint-Lambert, pour parler d'eux, sont des tissus de haute époque qui enveloppaient les reliques et qui peuvent être considérés comme des reliques représentatives. Alors encore une catégorie de reliques, le premier, le second suaire, et notamment les motifs sur tous les tissus de haute époque que l'on trouve dans la collection du Trésor de la cathédrale, sont des tissus qui enveloppaient les reliques, donc qui ont été en contact avec les reliques. Alors vous parliez de l'islam, mais parfois on a une pièce d'islam qui est christianisée. C'est le cas par exemple d'une petite boîte à reliques qui a été retrouvée et qui date de 1056, lorsque les moines de Saint-Jacques partent en pèlerinage à Compostelle et ramènent des reliques de Saint-Jacques de Compostelle ici à Liège, et ils le ramènent dans un petit reliquaire en argent qui conservait d'infimes fragments de ces reliques. Donc voilà encore une manifestation. Mais pour parler d'autres religions, l'Église orthodoxe a gardé évidemment une dévotion particulière pour les reliques. Nous avons encore reçu, il n'y a pas tellement longtemps, un groupe d'orthodoxes et ils nous avaient demandé de sortir quelques reliques parce que nous avons évidemment l'aspect religieux ici à la cathédrale même et outre le corps de Saint-Lambert, de nombreuses reliques de l'ancien diocèse de Liège. Le diocèse de Liège était très vaste, il couvre 11 diocèses actuels et de nombreux saints par leurs reliques sont encore présents dans la réserve de la cathédrale ici. Pour conclure, pouvez-vous nous dire, en tant que conservateur du Trésor de Liège, s'il y a parmi toutes les reliques qui y sont conservées, une relique qui vous tient particulièrement à cœur ou que vous appréciez particulièrement ? À titre personnel, je dirais que c'est le bout de tissu qui m'a amené ici au Trésor de Liège, puisque c'est un bout de tissu provenant de la châsse de Saint-Mangol de Huy,
qui se trouve conservé ici au Trésor de Liège. Je faisais mon mémoire de licence sur Saint Mangold, sur le saint, à géographie, liturgie, histoire, sur ce saint, dont le corps, les reliques sont conservées au Trésor de Huy, et ces reliques étaient enveloppées, une fois encore, dans des tissus de haute époque. Et il y avait un fragment de ce tissu conservé ici, à Liège, à la cathédrale. Et c'est comme ça que, comme jeune étudiant, je suis venu chercher des informations sur ce bout de tissu, et indirectement c'est ce bout de tissu qui a amené mes pas ici au Trésor de Liège, et j'y suis depuis plus de 30 ans maintenant ici au Trésor de la cathédrale de Liège, sans oublier bien entendu tout l'intérêt que j'ai pour le Trésor de la collégiale de Huy, où les corps de Domitien et Mangold sont conservés, et Domitien comme Mangold ont fait l'objet de recherches que j'ai menées sur les vies anciennes qui ont été rédigées et qui, certaines d'entre elles, donnent des informations extrêmement intéressantes sur les reliques. Je cite souvent la vie ancienne de Saint Domitien qui date de 1066. 1066, une date très importante pour le Moyen-Âge, puisque c'est la fameuse charte de Huy, la charte de liberté de Huy. Et dans cette vie ancienne de Domitien que j'ai datée de ces environs de 1066, on parle des reliques. Et il y a une vraie scène de pillage des reliques où on voit les pèlerins se jeter sur le corps du saint pour lui arracher les ongles et pour lui arracher les cheveux, qu'ils gardent comme reliques. Pour eux-mêmes, reliques personnelles, parce que là aussi on en parlerait longuement de ces catégories de reliques. Je retrace dans cet ouvrage toute une série, enfin je donne des catégories de reliques et des exemples bien précis de ces différentes catégories de reliques et ces reliques personnelles. L'homme du Moyen-Âge, une fois encore ce côté humain des gens, l'homme du Moyen-Âge va vouloir garder pour lui-même l'une ou l'autre relique, et on a parfois des mentions extrêmement intéressantes dans les textes qui disent la forme sous laquelle la relique a été conservée par le personnage qui a finalement réussi à acquérir une relique. Parce qu'on ne donne pas non plus des reliques à n'importe qui, ce sont des cadeaux parfois, et des cadeaux très importants donnés. Je ne vais pas parler de Saint-Louis, mais c'est pas un cadeau. Là, il a acheté carrément, il a acheté les reliques de la Passion. Tout ça, j'en parle aussi parce que ce sont des exemples qui sont vraiment très très importants pour tout le règne des rois de France. Et du côté de l'Empire, c'est la même chose. Des reliques très importantes qui sont des reliques d'État, des reliques de ville, des reliques de monastères, des reliques de cathédrales. Nous en arrivons au trésor de cathédrale et à cette conception du trésor qui est une sorte de conscience historique de l'ensemble de toute l'histoire de ces saints dont les reliques sont conservées, et c'est annonciateur évidemment du musée où nous sommes. Philippe Georges, merci beaucoup pour vos réponses qui, j'en suis sûre, donneront envie aux lecteurs de découvrir votre ouvrage qui est en effet très documenté et qui permettra à tous de mieux comprendre finalement ce que sont les reliques et leur importance aussi bien sur le plan historique que culturel que social. Donc votre ouvrage qui s'intitule « Reliques, le quatrième pouvoir » paru aux éditions Romaines. Merci beaucoup. Je vous en prie.